voyait si c'était la vie d'Apollon ou de Zeus. Ça, c'était subtil. Ce qui était subtil, c'est l'abstraction qu'on mettait dans l'objet. C'est-à-dire le fait que l'homme n'était pas un animal, il pouvait penser son âme et son devenir. Mais l'objet en soi, il était massif, il était grossier. Puis, Hegel nous dit, on a quitté cette période-là pour entrer dans une deuxième étape. La deuxième étape est plus subtile, vous l'avez compris. On va réduire le support, on va être moins dans la grosse pierre. Et on va commencer à s'essayer au dessin ou à la sculpture. On prend pour modèle l'homme. On n'est plus seulement, si vous voulez, dans les grosses pierres ou dans les grandes constructions massives. Mais par contre, il dit qu'il y a un problème avec les proportions. Il dit, regardez les premières sculptures grecques. C'est vrai que des fois, le pied est un peu plus grand que, etc. Après, c'est vrai que les sculptures grecques sont magnifiques. Il y a un équilibre. Mais les toutes premières, c'est l'équivalent de Madame Amélie qui est aussi grand que le château, qui est aussi grand que l'arbre. On n'avait pas encore les proportions. On n'avait pas encore compris la perspective. On avait l'impression que tout était naïf parce que tout était plat. Hegel nous dit, voilà, dans la première étape, c'était grossier, et l'esprit était tellement grossier qu'il fallait une grosse matière bien lourde. Là, l'esprit est un petit peu plus subtil, parce qu'il a appris de la première étape qu'il a liée, puisqu'il n'est plus l'enfant à l'œuvre dans l'art, il est déjà un peu plus grand. Et quand il se rebelle, eh bien, il se rebelle contre la massivité, il arrive à se représenter lui-même, mais c'est pas encore parfait. Il n'y a pas encore de proportion. Il n'y a pas l'harmonie des proportions. Ce qui fait qu'il dit qu'il va falloir rentrer dans une autre phase de l'art, un art plus romantique, où petit à petit, vous allez voir, le support va diminuer pour laisser place à quelque chose de plus subtil, l'esprit. Vous voyez, il rejoint Kant, il faut de l'esprit à l'œuvre de la matière. Premièrement, il nous dit, on a une représentation extraordinaire avec la peinture. Il dit, regardez la peinture, dans un espace relativement restreint, allez, on dirait 1 mètre sur 1 mètre sur 2, on va pouvoir représenter le champ, le bœuf de la bourre, la charrue, le couple de paysans, les enfants qui jouent au billes, la montagne derrière, bref, c'est immense. On fait entrer dans un pays des paysages entiers dans un tout petit support. Voilà quand l'art commence à montrer que l'esprit est subtil. Voilà que ça commence à devenir beau. Voilà qu'en plus, maintenant, c'est éternel, donc c'est transcendant. Voilà qu'on a compris les perspectives. On a mis à l'œuvre ce qu'il y a eu en connaissance. Ça devient sublime. On commence à sentir qu'on gagne en subtilité et l'esprit se démarque de plus en plus. Deuxième phase, la musique. Il dit, regardez ça comme c'est prodigieux. On prend un livret, on l'ouvre, il y a quelques partitions comme ça avec des portées. Il s'agit des portées. Pour tous les instruments, ça vous fait que page en gros. Vous avez des petits points, des ronds, des croches, des blanches, bref, vous avez des notes. Toutes ces notes, si elles sont jouées séparément par des instruments différents, en quelques minutes, nous remplissons l'espace complet de ce théâtre par une musique, alors que sur une feuille de papier, ça se résume à quelques points. Il dit, regardez comment le support matériel a diminué. Regardez comment, finalement, c'est devenu infime par rapport à la taille de la beauté de ce qui se joue. Il dit, mais ça y est, l'esprit a gagné en perfection, il a gagné en génie, il a gagné en subtilité. Ça, c'est beau. C'est-à-dire que le subtil rejoint la beauté. Et le mariage du subtil et de la beauté donne quelque chose d'émouvant, quelque chose de transcendant, au sens strict du terme. Dernièrement, il dit, voilà, l'art sublime, parce qu'il en fallait un, c'est la poésie. La poésie, c'est le poète qui est capable, sans rien avoir noté, d'être devant vous et déclamer des vers. Voyez? Sois sage, votre honneur est un peu tranquille. Voyez? Ces moments particuliers où on est en rapport avec une phrase, des mots, des sons qui peuvent imiter la nature, des sons qui peuvent être suaves, des sons qui imitent le cours du ruisseau, comme dirait Virgile lorsqu'il écrit ses poésies sur l'Arcadie. C'est le son qui choque la beauté du monde et en plus rien n'est écrit, tout est pensé. L'homme a enfin gagné en subtilité, en telle subtilité que la pensée est devenue plus importante que le support lui-même. Alors bien sûr, le poème, après, il faudra l'écrire pour le remettre à sa promise, ou il faudra le remettre à quelqu'un qui peut-être le publiera, mais il n'empêche qu'au préalable, il est oral et il est dit. Il se doit être mimé et être joué. L'art, c'est ça, c'est jouer, c'est mimer le monde. Victor Hugo le disait. Un homme triste, c'est comme un arbre sans feuilles. Alors on a compris petit à petit,
Le support a diminué. Petit à petit, la subtilité d'esprit a grandi. Petit à petit, la beauté s'est révélée dans la possibilité d'abstraire, dans la possibilité d'être de plus en plus parfait du point de vue de la créativité et de moins en moins lourd par la matérialité. Mais on l'a bien compris. Hegel a le sens de ces attendus. Et il dit lorsqu'il n'y aura plus besoin de support, on va entrer dans une phase où l'art, finalement, ne sera plus que, on va dire, la déliquescence de l'art. Ça ne sera plus l'art. Et il dit, la fin de l'art commencera quand les bavardages empliront le silence des ateliers. Regardez l'art contemporain. Carré blanc sur fond blanc. Combien ont commenté, jugé, trouvé ça scandaleux, mais comment, carré blanc sur fond blanc. En plus, on nous prend pour des imbéciles, on nous marque dessous ce que c'est, quelquefois qu'on ne comprendrait pas. Autre chose, le vernissage du rien. C'est pas une provocation, ça aussi? Alors, vous êtes venu au vernissage du rien? Oui, oui. Qu'est-ce qu'il y a à voir? Ben, faites le tour. Alors, les gens commencent, et puis on commence à s'énerver. Mais comment il n'y a rien sur les murs? Ben non, il n'y a rien, parce que c'est le vernissage du rien. Alors, il y en a qui, par provocation, disent, mais c'est scandaleux. On nous prend pour des idiots, qui s'en vont. Il y a ceux qui font le tour, avec des bras, des hauts, et arrivent au bout en disant, dans ce rien, j'ai tout vu. Vous voyez, le bavardage de l'atelier. Et puis il y a ceux qui disent, vite, passe devant les murs, il y a le buffet qui nous attend. Et la petite coupe de champagne, ça sympathique. Voilà ce que nous enseigne le vernissage de rien. Voilà ce que nous enseigne ceci n'est pas une pipe, alors que ça interpelle. Voilà ce que nous enseigne l'art contemporain dans son aporie, j'ai envie de dire, dans la représentativité, qui fait qu'il nous faut le sésame, il nous faut le mot, il nous faut la justification pour qu'on comprenne. Une éducation. Mais aussi, il faut que l'auteur nous ait laissé un sésame. J'avais, à un moment donné, commenté les triptyques de Champion. J'ai eu la chance de le rencontrer. Et je devais faire un article sur lui, et je le rencontre, et puis bon, j'arrive, et puis je regarde. Et quand je parle avec lui, je lui dis, c'est beau, hein, pour des marines. Il me regarde, il me fait pardon. Alors là, je me suis dit, là, j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas dire. Il me dit, vous connaissez ma carrière? Moi, je me suis dit, finalement, dis non, parce que si tu dis oui et que d'un côté, vous ne pas. Je ne demande pas trop, mais je m'intéresse à ce que vous faites. Il me dit, vous prenez mon book et puis vous allez lire. Alors, je parle en anglais, puis je regarde le book et et en fait, ce que je n'avais pas compris, c'est que toutes ces marines, tout ce qui me semblait être des marines, parce que c'était dans les bleus et dans les tons anthracites, bien ça renvoyait bien sûr à la camargue, tout ce qui était dans les tons, on va dire beige, en réalité pour moi c'était des dunes, alors que pour lui c'était la peau. Et que les triptyques, c'était comme si une femme était allongée de l'autre côté, et qu'on avait découpé des morceaux de peau, donc la peau était toujours comme ça, alors que nous savons que les dames, au bout d'un moment, on est comme ça. Vous voyez? Donc c'était dans l'autre sens. Et donc je refais le tour avec lui et je découvrais, il me disait alors devinez qui était le morceau de peau qui avait dans la nuque, qui était le morceau de peau qui représentait un haut de cuisse, qui représentait le triptyque qui était sur la partie ventrale, etc., etc. Résultat, parce que j'avais lu, parce qu'il m'avait expliqué, parce que maintenant je savais ce que j'avais à voir, j'ai compris l'homme de la champion. Vous voyez l'histoire? J'ai eu la même déconvenue avec Vittorine Folana, qui elle était plus dans l'abstraction. Et elle c'est pire parce que quand je suis arrivée, je suis jolie. Mais c'est un peu torturé. Autant vous dire qu'elle m'a pas fait de cadeau, mais elle m'a quand même fait un, parce que après j'ai écrit son book pour l'exposition à Paris de tout cet art contemporain, et j'étais très contente finalement d'avoir été sa pub. Mais parce que je me suis donné le temps de comprendre son œuvre. C'est-à-dire qu'il fallait que je sois des heures dans son atelier, avoir au départ un peignée, parce qu'elle faisait avec ses pigments elle-même des feux très roses, très vifs, etc. Et que ça finissait avec une épaisseur comme ça de pigments, pour que tout soit dans les tons très noirs, très ternes, très, comment dire, tragiques, alors que dans sa tête, elle peignait sur des écorces d'arbre. Et que l'écorce, pour elle, c'était tout ce qui dissimulait le vrai, et que la vérité de ce que nous étions, c'est-à-dire cette enfance perdue, cette beauté qui était l'autre, la fraîcheur du rose, en fait, c'était avant. Mais c'est gâché par l'épaisseur des événements tragiques qui nous ont éprouvés. Mais si vous n'êtes pas là pour voir l'œuvre se mettre en œuvre,
Si vous n'avez pas l'artiste qui se donne à peine de vous expliquer parce que vous êtes curieux, vous ne lâchez pas non plus. Hein. Moi, il ne me lâche pas, et moi, je ne lâche pas non plus. Eh bien, vous passez à côté de l'art contemporain. Ça veut dire qu'à un moment donné, l'art contemporain devient subtil. Il devient tellement subtil qu'on n'a plus besoin de support. Ça veut dire que les montres-moelles de Dali, ce n'est pas les montres-moelles qui m'intéressent, c'est le concept. La montre-moelle, c'est la fluidité du temps. Carré blanc sur fond blanc, c'est une escroquerie en soi. Mais carré blanc sur fond blanc, fallait y penser. C'est pas n'importe quel blanc. Ce qui veut dire que la dénonciation qu'avait fait Hegel à un moment donné, c'était simplement de dire que, au moment où l'on ne sera plus en mesure de décrire l'art pour l'art, quand on ne sera plus en mesure de contempler la beauté pour la beauté, quand il nous faudra des petits sésames d'explication, lorsqu'il va nous falloir justifier l'œuvre, eh bien ça veut tout simplement dire que l'art n'est plus